La Corée du Nord, c'est comme Game of Thrones, mais sans les dragons. C'est une société aristocratique et capitaliste. Tout est fait pour être sûr que Kim Jong-un ait le plus d'argent possible. Dans une société capitaliste, l'argent est l'élément essentiel qui permet de la maintenir en vie. Il en va de même pour la Corée du Nord. Le Bureau 39 est impliqué dans toutes les activités qui rapportent de l'argent à la Corée du Nord. La vente d'armes, le trafic de drogue et la contrefaçon de dollars américains. Cela représente des centaines de millions de dollars par an. Moi aussi, j'ai dû tout faire. On ne nous disait qu'une chose, gagner des dollars. La Corée du Nord, l'État paria. Une dictature enveloppée d'un nuage de mystère. Quotidiennement, les journaux officiels font les louanges des exploits héroïques du dirigeant suprême. Ici, le temps semble s'être arrêté. La Corée du Nord possède la 4e plus grande armée au monde. Depuis 3 générations, la famille de Kim Jong-un dirige le pays d'une main de fer. Comment le régime parvient-il à survivre malgré les sanctions sévères imposées par l'ONU? Et comment se fait-il que Kim Jong-un ait assez d'argent pour menacer le monde entier avec l'arme la plus puissante de tous les temps, la bombe nucléaire? Loin de la Corée du Nord, un professeur d'histoire cherche des réponses à ces 2 questions. Remco Breuker, professeur à l'Université de Leyde aux Pays-Bas, étudie ce pays énigmatique ainsi que ses dirigeants depuis de nombreuses années. Il affirme que l'image que nous avons de la Corée du Nord est erronée. La Corée du Nord n'est pas ce que le pays nous dit de lui. Il suffit d'observer le fonctionnement du pays au plus haut niveau. Un des principaux objectifs du gouvernement, je pourrais même dire du régime, est de gagner de l'argent pour Kim Jong-un. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment la Corée du Nord parvient à gagner de l'argent. Une des questions que je me pose et qui reste sans réponse est où va tout cet argent? Combien d'argent gagne la Corée du Nord? Les dirigeants nord-coréens considèrent ces questions comme dangereuses. Le régime nord-coréen a envoyé une lettre de mise en examen m'accusant de 3 crimes capitaux au gouvernement néerlandais. Le pire des 3 crimes était que l'on accusait nos recherches, mes recherches, parce qu'elles étaient faites en mon nom, de porter atteinte à la dignité suprême du dirigeant suprême. Cela ressemble à un drôle de crime, n'est-ce pas? Porter atteinte à la dignité suprême de quelqu'un, en Corée du Nord, on risque la peine de mort. Une menace sérieuse. En effet, les recherches de Remco Breuker menacent de perturber la trésorerie nord-coréenne. En raison de son programme nucléaire, le pays est isolé du reste du monde. Sans source de revenus légale, le régime a décidé de récolter de l'argent de façon illégale. New York, le siège des Nations Unies. Depuis 2006, l'Organisation des Nations Unies a imposé 9 séries de sanctions à la Corée du Nord. Ces mesures sont contrôlées par un groupe d'experts internationaux. Ce groupe est composé de 8 membres. Parmi eux, d'anciens experts militaires, financiers et des services de renseignement. Afin de les protéger, ils travaillent en secret. Seul le coordinateur Hugh Griffiths accepte de parler devant la caméra. Les sanctions ont une grande influence à un seul niveau sur la Corée du Nord.
Cela signifie que l'économie nord-coréenne ne peut pas prospérer comme elle le ferait si le pays pouvait vendre de plus grandes devises étrangères tout en gagnant des marchandises légalement. Ainsi, la Corée du Nord ne peut pas exporter de charbon légalement, elle ne peut pas exporter de minerais de fer légalement, et elle ne peut pas exporter de zinc légalement. Les devises étrangères sont très importantes pour tout pays, quel que soit le niveau d'autarcie de son économie. Tout pays a besoin de devises étrangères pour acheter les marchandises essentielles à sa population ou à son élite. Les devises étrangères sont donc essentielles à la survie de la Corée du Nord. La question que l'on se pose est qu'est-ce qui est le plus important pour les dirigeants coréens ? Le développement de leur programme nucléaire et de missiles balistiques ou la prospérité de leur économie. Le régime décide de se procurer la bombe nucléaire. En 2005, le pays a officiellement annoncé qu'il possédait l'arme nucléaire, un moyen de se protéger des attaques extérieures et de renforcer son pouvoir à l'intérieur du pays. Pyongyang, la ville des élus. Des immeubles d'habitation flambant neufs sont parfaitement alignés le long d'avenues immaculées. C'est ici que réside la classe supérieure de Pyongyang. Seuls ceux qui sont considérés comme loyaux au régime sont autorisés à vivre ici. Ceux qui veulent entrer dans la capitale doivent obtenir un permis. Song Kyun-chul travaille à l'Institut de recherche économique de Pyongyang. Il est autorisé à parler aux journalistes, à propos des sanctions par exemple. On ne peut pas sanctionner un pays complètement. Aujourd'hui même, nous faisons du commerce et nous obtenons des devises étrangères. Sanctionnez-nous autant que vous le souhaitez. Nous avancerons de notre propre chef. Nous ferons de notre compétitivité une arme. C'est en faisant des sacrifices que nous avancerons courageusement. Les sanctions imposées à la Corée du Nord sont très strictes. Je pense qu'aucun pays n'a été sanctionné de façon plus diverse, voire même plus stricte. Mais en même temps, ces sanctions ne fonctionnent plus. Notre politique à l'égard de la Corée du Nord pose un énorme problème, tout comme le recours aux sanctions pour tenter de faire changer le comportement du régime. Nous ne sanctionnons pas la seule entité qui gagne la plus grande partie de cet argent, qui la maintient à flot financièrement parlant, qui la maintient en vie. De nombreux transfuges nord-coréens de haut rang parlent d'une administration gouvernementale secrète qui dirigerait les fonds secrets du régime. Kim Il-sung et son fils Kim Jong-il l'auraient probablement créé à la fin des années 1970 et l'auraient sûrement doté de larges pouvoirs. Ses missions : assurer une base de pouvoir indépendante pour Kim Il-sung et son fils, mais aussi collecter de l'argent pour la bombe nucléaire et les goûts de luxe des dirigeants. Son nom : le Bureau 39. À seulement 200 km au sud-est, Séoul, la capitale ultramoderne de la Corée du Sud. Une des 10 villes les plus chères au monde. Environ 25 millions de personnes vivent dans la région métropolitaine. Cela représente près de la moitié de la population sud-coréenne. Parmi eux, la majorité des 30 000 personnes qui ont réussi à fuir la Corée du Nord. Ko Young-won était un diplomate nord-coréen. Il s'est enfui en 1991. Ensuite, il est devenu le directeur adjoint de l'Institut de la stratégie de sécurité nationale de Corée du Sud. Peu de personnes en savent autant que lui sur les coulisses du régime de la famille de Kim Jong-un. Selon la légende, lorsque Kim Jong-il est arrivé au pouvoir, il a renommé le service des finances du comité central du Parti des travailleurs en bureau 39, car il était situé au 3e étage de l'immeuble, dans la salle numéro 9. Une autre légende raconte que le 9 mars, Kim Jong-il a donné l'ordre de créer un tel service étatique.
Mais aujourd'hui, le bureau 39 est l'administration chargée de collecter et de gérer les fonds secrets de la famille de Kim Jong-un. Parlez-en à n'importe quel exilé nord-coréen de haut rang. Ils vous diront tous que le Bureau 39 a un rôle crucial afin de générer des revenus pour le régime nord-coréen. Il est absolument vital. S'il disparaît, tout s'effondre. À New York, l'Organisation des Nations Unies impose mais aussi contrôle les sanctions infligées à la Corée du Nord. Une entité aussi importante que le Bureau 39 devrait figurer en première position dans la liste des organisations interdites. Le bureau 39 est souvent évoqué par les transfuges nord-coréens, mais il n'apparaît que très rarement dans les résultats de nos recherches. Nous concentrons plutôt nos recherches sur les banques nord-coréennes et sur les sociétés écrans qui travaillent traditionnellement à l'étranger dans des pays tiers afin de générer des devises étrangères. Cet argent est ensuite envoyé en Corée du Nord. Le Bureau 39 n'est pas appelé Bureau 39 à l'extérieur de la Corée du Nord. Personne ne s'identifie comme quelqu'un travaillant pour le Bureau 39. Il est donc très difficile d'imposer des sanctions à des individus dont on ne connaît pas vraiment l'activité. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Depuis les années 1980, la Corée du Nord se procure des devises étrangères ici, au cœur de l'Afrique. Ko Young-won a été le témoin d'une affaire particulièrement spectaculaire à l'époque. J'ai travaillé en République du Congo. Nous disposions d'une presse typographique que nous utilisions afin d'imprimer des dollars américains. Au début, nous avons acheté des billets d'$1. Nous effacions le chiffre 1 et imprimions le nombre 100 à la place. Le blanchiment d'argent fonctionnait comme ça. Nous avons échangé des dollars américains contre la devise locale. Nous passions par l'intermédiaire de trafiquants d'argent. Par exemple, nous avons remis une liasse de billets de banque d'une valeur totale de $10 000. Mais il y avait plusieurs faux billets cachés dans la liasse. Nous déposions ensuite la monnaie locale que nous obtenions à la banque centrale locale. Cette monnaie était ensuite versée en dollars américains réels. Ces dollars ont été envoyés à Pyongyang, puis au Bureau 39. Le Bureau 39 agit toujours en secret. Mais ses activités de création de revenus ont lieu partout dans le monde. Angkor Wat au Cambodge, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus de 2,5 millions de personnes visitent les anciens temples khmers chaque année. Des selfies pour les touristes, des devises étrangères pour le Cambodge. La société d'exploitation d'Angkor Wat a gagné plus de 100 millions de dollars en 2018. Le tourisme est de loin l'industrie la plus importante au Cambodge. Une activité lucrative. Pour la Corée du Nord également. Juste à côté de l'entrée des temples, un musée a ouvert ses portes en 2015. Il renferme en son cœur un tableau en 3 dimensions qui représente l'histoire de l'Empire khmer avec des images monumentales. Une foule de touristes se presse au musée tous les jours. Les peintres sont nord-coréens. 63 peintres ont travaillé sur ce tableau. Ils ont mis 1 an et 4 mois à le peindre. Qui l'a construit? Les Cambodgiens ou les Nord-Coréens? Les Nord-Coréens également. Les Nord-Coréens ont aussi construit le musée. Contournant les sanctions des Nations Unies, la Corée du Nord n'a pas seulement construit le musée, elle l'a aussi financé. En échange, les Nord-Coréens percevront tous les revenus générés pendant les 10 premières années. Ensuite, les 2 pays partageront les bénéfices. Le directeur nord-coréen du musée ne veut pas être filmé. Mais il a déclaré que le musée gagne environ 7 millions de dollars par an, rien qu'avec les billets d'entrée. Bientôt, ce chiffre devrait être multiplié par 2. Depuis des dizaines d'années, le Cambodge et la Corée du Nord entretiennent des relations étroites. Kim Il-sung et le roi du Cambodge, Norodom Sihanouk, étaient de bons amis.
Une base solide pour entretenir les liens commerciaux actuels qui contreviennent aux sanctions des Nations Unies. Le soir, quand le musée ferme ses portes, les Nord-Coréens proposent une autre série de distractions aux touristes affamés. Les caméras ne sont pas autorisées dans le restaurant, alors nous filmons en caméra cachée. Vous avez réservé ? Oui, nous avons fait une réservation hier. C'est à quel nom? Le restaurant est presque toujours complet. On peut s'asseoir près de la scène? D'accord, on va s'asseoir là. Le menu propose des spécialités nord-coréennes, telles que les nouilles froides et les concombres de mer. Les prix sont étonnamment élevés par rapport au niveau de vie cambodgien. Un plat principal coûte jusqu'à 50 $. Le restaurant est surtout fréquenté par les touristes venant de Chine et de Corée du Sud. Les jeunes femmes qui travaillent ici comme serveuses sont pour la plupart des étudiantes en art venant de Pyongyang. Elles vivent et dorment au-dessus du restaurant. Très souvent, elles ne sont pas autorisées à quitter les lieux pendant des années. Tous les soirs à la même heure, les serveuses changent leur tenue et se préparent pour le grand spectacle. Il existe 130 restaurants nord-coréens de ce type partout dans le monde. 3 se trouvent au Cambodge. Ils gagneraient plusieurs millions de dollars par an. Mais les serveuses ne reçoivent aucun salaire pour le travail qu'elles effectuent. L'argent gagné rentre directement dans les caisses secrètes du régime. Aucun autre pays au monde n'exploite sa population de manière aussi systématique que la Corée du Nord. Les ouvriers nord-coréens sont envoyés partout dans le monde, même au sein de l'Union européenne, comme en Pologne. Nous y retrouvons des brigades de travail nord-coréennes sur un chantier. On leur a promis de bons salaires et des conditions de travail décentes, mais ils seront finalement traités comme des esclaves. Le soir, après une journée de travail de 12 heures, les ouvriers sont conduits à leur baraquement. Ils sont surveillés 24 heures sur 24 par les services de sécurité nord-coréens. Pourtant, l'un d'entre eux a décidé de nous parler. Ça ne pose pas de problème si vous sortez seul? Non, nous pouvons sortir seuls le dimanche. Qu'est-ce qui se passe si vous vous faites prendre? Je vais devoir écouter les accusations et être interrogé par les services de sécurité nord-coréens qui se trouvent ici en Pologne. S'ils ne sont pas satisfaits, ils me renvoient à Pyongyang et m'interrogent à nouveau. Je serai peut-être mis en prison. Donc vous travaillez ici? Je suis venu ici pour gagner de l'argent. Mais peu importe combien je travaille, je ne gagne pas d'argent. Les conditions de travail sont misérables. Je ne suis pas libre du tout. Nous devons rester entassés toute la journée par groupe. Je suis sûr qu'ils gardent presque tous nos salaires pour eux. Nous n'en recevons qu'une petite partie. J'ai la trentaine. Ma femme et ma fille sont à la maison. Je ne gagne presque rien. Mais je dois le faire pour ma femme et pour ma fille. Je n'ai malheureusement pas le choix. De l'esclavage moderne,
la Corée du Nord envoie des ouvriers très bien formés en Pologne pour qu'ils travaillent sur les chantiers navals et sur les travaux de construction. Les familles des ouvriers sont retenues en otage en Corée du Nord. Si un ouvrier s'enfuit, sa famille restée en Corée du Nord est souvent sévèrement punie. Les ouvriers ne gagnent qu'environ 90 € par mois. Le reste des salaires est versé au régime. De l'argent pour Kim Jong-un. À l'insu de la communauté internationale, la Corée du Nord a envoyé des ouvriers dans le monde entier, jusqu'à 150 000 ouvriers en tout. Environ 40 000 d'entre eux se trouvent en Russie, jusqu'à 100 000 se trouvent en Chine. Les ouvriers nord-coréens travaillent aussi au Koweït, en Malaisie, au Cambodge, en Mongolie, en Oman, au Qatar, aux Émirats arabes unis et dans certains pays africains. En vertu des sanctions de l'Organisation des Nations Unies, ces ouvriers doivent rentrer en Corée du Nord. Mais cette pratique se poursuit encore. Les experts estiment que le régime gagne jusqu'à 1 milliard de dollars par an avec cette pratique. Quelle que soit la manière dont l'argent est gagné, quel que soit le lieu où il est gagné, il atterrit directement au bureau 39. Le bureau 39 effectue les transactions monétaires avec une autorité absolue. Les transfuges affirment que le bureau 39 est directement contrôlé par Kim Jong-un. Le bureau 39 gère les comptes secrets du dirigeant, ce que l'on appelle la soi-disant économie de palais. Mais où se trouvent exactement les locaux du bureau 39 à Pyongyang? Et combien de millions de dollars circulent entre ces coffres? Lorsque nous posons ces questions au fonctionnaire nord-coréen, lui et son traducteur prétendent ne pas savoir. Je ne comprends pas bien la question, mais peut-être que vous en savez plus. Avez-vous entendu parler de l'étage 39 ? Ai-je déjà entendu parler de l'étage 39 ? S'agit-il d'un gratte-ciel ? Le bureau 39 est l'un des secrets les mieux gardés du régime de Kim Jong-un. Seuls les Nord-Coréens qui se sont échappés du pays peuvent en parler ouvertement. Séoul. Dans un lieu tenu secret, nous retrouvons un homme qui travaillait pour le bureau 39. Il travaillait depuis la Chine. Sa mission consistait à faire du trafic de devises étrangères. Il a fini par s'enfuir. Son poste au sein du bureau 39 était si important qu'aujourd'hui, le régime nord-coréen menace de le tuer. C'est pourquoi il a subi une opération de chirurgie plastique pour modifier son visage. Malgré cela, il souhaite être filmé uniquement de dos. En Corée du Nord, l'économie est en fait très organisée. Cela signifie que l'État s'occupe de l'approvisionnement de la population en nourriture et en marchandises. Mais finalement, ce système a été largement abandonné. L'approvisionnement en nourriture et en marchandises pour un usage quotidien s'est en fait effondré. Ça signifie que la majorité de la population nord-coréenne doit être autosuffisante. Elle doit donc s'appuyer en grande partie sur le marché noir. Pour mieux comprendre le bureau 39 ainsi que l'organisation capitaliste de la Corée du Nord, il est important de comprendre son histoire. En 1991, l'Union soviétique se disloque. La Corée du Nord perd l'un de ses plus importants partenaires commerciaux. Alors que de nombreux anciens États socialistes s'appuient désormais sur l'économie de marché, le régime de la famille de Kim Jong-un continue de s'isoler. Lorsque Kim Jong-il prend la suite du pouvoir de son défunt père en 1994, une famine fait rage. Pendant la famine du milieu des années 1990, de nombreux Nord-Coréens sont morts de faim. Le système public de distribution nord-coréen s'est effondré. Des témoins ont déclaré avoir vu des montagnes de cadavres dans les rues. Entre 1 et 3 millions de Nord-Coréens sont morts à cause de la famine. Les Nord-Coréens savaient alors que s'ils voulaient survivre, ils ne pouvaient plus faire confiance ou compter sur l'État. Après cet événement, la population rurale en particulier devait être autosuffisante. Des marchés noirs ont fait leur apparition dans toute la Corée du Nord. Ils sont appelés Jangmadang.
Ces marchés noirs acceptent toutes sortes de devises, notamment le dollar américain et le yuan chinois. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de ces marchés dans tout le pays. 400 de ces marchés noirs sont même officiellement agréés. Ils fournissent également des revenus fiscaux au régime. On y échange et vend principalement de la nourriture et les marchandises venant de Chine. La Chine et la Corée du Nord partagent une frontière de plus de 1000 km de long. Cependant, plus de 70 à 80% de cette frontière ne sont pas sécurisés, pas même avec des fils barbelés. Les habitants de cette région frontalière ne sont pratiquement jamais contrôlés par l'État. Ils font des échanges commerciaux importants avec la Chine. Ce commerce est à la base du marché noir en Corée du Nord. Le régime nord-coréen a donc essayé de contrôler les marchés. Mais il sait qu'il ne peut pas le faire, car si le régime ferme les marchés sans avoir mis en place un autre système public de distribution, les gens mourront de faim. Les Nord-Coréens ne laisseront pas cela se reproduire. Ils connaissent les conséquences. Et c'est de cette façon que la Corée du Nord est vraiment passée d'un pays socialiste, avec une économie en ruine, à un pays capitaliste avec une économie hybride, qui semble être socialiste, mais qui est en réalité capitaliste. Les Nord-Coréens qui profitent le plus de ces marchés noirs sont les fonctionnaires de Pyongyang. En raison de leur loyauté envers l'État, mais surtout par intérêt purement financier, le régime leur permet de faire du commerce. Au fil du temps, ils sont devenus riches. Ils vendent des produits de luxe, font du trafic de matières premières et investissent dans l'immobilier. On les appelle Donju, les seigneurs de l'argent. Ils profitent du luxe et de la liberté que le régime nord-coréen leur accorde. Mais leur loyauté a un prix. De nombreux Donju occupent des postes de haut rang au sein du gouvernement nord-coréen, notamment au sein du bureau 39. C'est le cas de cet homme qui se cache à Séoul depuis qu'il s'est enfui de Corée du Nord. Né dans les années 90, il a été témoin de la façon dont la Corée du Nord a développé des structures de plus en plus capitalistes. Avant de s'enfuir, il était responsable des exportations. C'est l'activité la plus lucrative du bureau 39. Lui aussi craint la vengeance du régime. Il ne veut pas non plus être reconnu. La loyauté envers le dirigeant dont on entend parler tout le temps fait tout simplement partie de l'idéologie. Mais pour moi, ma richesse personnelle et mon statut social étaient beaucoup plus importants que l'idéologie en elle-même. C'était la principale raison pour laquelle je travaillais là-bas. C'était mon objectif. Pour ma génération, c'était une évidence de travailler à un poste qui avait un rapport avec l'économie. On se préoccupait surtout de la richesse et du statut, encore plus que les générations précédentes. Au moins à ce sujet, les Nord-Coréens très motivés par leur travail ne sont pas différents de leurs homologues occidentaux. Comme la mission du Bureau 39 est de trouver des capitaux financiers pour le parti, les autres services de l'État ne peuvent pas y toucher. Même les services de sécurité nord-coréens. Même les actions qui sont en fait illégales sont tranquillement acceptées sous prétexte d'obtenir des devises étrangères. Il n'est donc pas très étonnant qu'un emploi au Bureau 39 soit si populaire auprès des élites de Corée du Nord. Mon poste et mon rang au sein de l'organisation étaient employé d'entreprise. J'étais responsable du commerce extérieur. Y avait-il des services spécialisés dans le commerce avec l'Europe? Bien sûr. Vraiment? Oui. Hambourg, en Allemagne. Il y a encore quelques années, la compagnie d'assurance d'État nord-coréenne KNIC avait une agence dans un immeuble d'appartements d'apparence inoffensive. 6 fonctionnaires nord-coréens ont passé des accords avec de grandes compagnies d'assurance européennes.
Le bureau 39 dispose d'un service pour les assurances étrangères. Ce service s'occupe de la fraude à l'assurance. Par exemple, il assurait de nouveau les hélicoptères russes Mi-8 qui ne pourraient bientôt plus être utilisés. Concrètement, ce service a signé des contrats avec de grandes compagnies d'assurance européennes. Au départ, il payait les primes d'assurance de, disons, 5 000 $ par mois. Mais finalement, les hélicoptères étaient explosés ou incendiés pour récupérer le montant de l'assurance. Le montant s'élève à environ 2 millions $. Un cas parmi tant d'autres. En 2015, l'Union européenne a inscrit la compagnie d'assurance nord-coréenne sur sa liste de sanctions. Elle était accusée de cofinancer le programme d'armes nucléaires par l'intermédiaire du Bureau 39. Les experts estiment qu'avec les hélicoptères accidentés et les autres astuces similaires, le régime de Kim Jong-un a gagné plusieurs centaines de millions de dollars. De nombreuses personnes ont reçu une médaille pour cela. Qui aurait cru que l'on puisse transformer si rapidement du vieux matériel militaire en argent? Mais comment le régime de Kim Jong-un parvient-il à transférer les millions qu'il gagne jusqu'à Pyongyang? La réponse est simple, en passant par la voie diplomatique. Les employés du bureau 39 travaillent souvent dans une ambassade ou dans un consulat. Leur travail consiste à vendre des marchandises nord-coréennes à l'étranger ou à envoyer des marchandises étrangères en Corée du Nord. La Corée du Nord utilise son réseau international d'ambassades afin de transférer l'argent jusqu'à Pyongyang. Les fonctionnaires nord-coréens bénéficient de l'immunité diplomatique qui leur permet de transporter l'argent en espèces dans leur bagage de vol. C'est une méthode simple mais efficace qui permet de s'assurer que le flux d'argent ne s'arrête pas. Les ambassades nord-coréennes ont une fonction diplomatique, mais leur rôle est principalement cérémonial. Leur véritable fonction est en réalité financière. Elle est aussi et surtout illégale. Les diplomates nord-coréens sont principalement des convoyeurs de fonds, des entrepreneurs, des hommes d'affaires. Ils peuvent être des barons de la drogue ou bien alors des trafiquants d'armes, mais ils ont un passeport diplomatique. Ils sont donc intouchables. Berlin. En plein cœur de la ville se trouve l'ambassade de Corée du Nord. Les Nord-Coréens ont loué un des bâtiments en tant qu'auberge de jeunesse pour les touristes. La Corée du Nord reçoit 38 000 € chaque mois en loyer. L'utilisation des locaux de l'ambassade nord-coréenne pour de telles activités va à l'encontre des pratiques diplomatiques. Cette utilisation contrevient également aux sanctions des Nations Unies et de l'UE. Mais malgré les efforts acharnés des autorités allemandes, les opérations se poursuivent depuis des années. Pour tout autre pays, l'objectif principal des ambassades est de servir l'État. Et dans ce cas, ce sont les priorités de l'État nord-coréen en particulier. Étant donné que les sanctions sont désormais très complètes, une grande partie des activités menées dans ces ambassades peuvent être interdites. La fourniture de matériel militaire, la formation et une grande partie de ces activités ont été réalisées par l'intermédiaire des ambassades de Corée du Nord, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. De tous les pays du Moyen-Orient réunis, la République arabe syrienne est actuellement celui qui a le plus haut niveau de coopération interdite avec les entités militaires nord-coréennes. Hafez el-Assad, le père de l'actuel despote syrien, et Kim Il-sung étaient amis depuis les années 1960. À l'époque, les Nord-Coréens ont aidé les Syriens pendant la guerre contre Israël. Le pays leur a fourni des armes et des munitions. Cela représente une importante source de revenus encore aujourd'hui. Utilisant des tactiques similaires à celles des pirates du XVIIIe siècle, le Bureau 39 fait naviguer des bateaux sous de faux pavillons et de faux noms. Selon l'Organisation des Nations Unies, la Corée du Nord a ainsi réussi à envoyer un grand nombre d'armes et de grenades en Syrie.
Entre 2012 et 2017, au moins 40 cargaisons en provenance de Corée du Nord sont passées par le canal de Suez. Mais en 2018, l'ONU a réussi à faire intercepter l'un d'entre eux. Nous avons alors trouvé une cargaison en route pour la Syrie. Il s'agissait de tuiles et de valves résistantes aux acides qui pouvaient être utilisées afin de fabriquer des armes chimiques. Il y avait aussi du combustible pour missiles qui est très corrosif. Ces tuiles pourraient aussi être utilisées pour des programmes de missiles balistiques. Le connaissement nous a tout simplement indiqué une adresse en Syrie. Cette adresse était celle d'une société écran établie pour le Centre de recherche des études scientifiques syriens, le SSRC. Ce centre est à la fois responsable du programme de développement des missiles balistiques et des armes chimiques de la Syrie. Les armes chimiques produites dans ces laboratoires ont été utilisées par le dictateur syrien Bachar el-Assad contre son propre peuple pendant des années. C'est un fait peu connu. Le programme d'armes chimiques syrien a été créé avec l'aide de techniciens et de scientifiques nord-coréens. Le Centre de recherche sur les études scientifiques syriens, le SSRC, dispose d'installations situées près des villes de Damas et de Homs, ainsi que près d'autres sites en Syrie. Certains de ces sites ont ensuite été bombardés par les États-Unis. More than 100 missiles were fired in the joint action, targeting suspected chemical weapons sites. President Trump declares mission accomplished, saying missile strikes against Syria by the US, Britain and France were perfectly executed. The purpose of our actions tonight is to establish a strong deterrent against the production, spread and use of chemical weapons. Quand les Américains ont bombardé les laboratoires, ils ont aussi bombardé les Nord-Coréens qui s'y trouvaient. Je ne sais pas s'ils savaient qu'ils bombardaient les Nord-Coréens, mais ils l'ont fait. La présence nord-coréenne en Syrie est vraiment très peu signalée, elle est sous-estimée. Si la Syrie n'avait pas pu compter sur le soutien de la Corée du Nord pour vendre ses armes, ces missiles guidés, ces laboratoires chimiques, peut-être que Bachar el-Assad ne serait pas sorti vainqueur de cette lutte. Un tiers de tous les bâtiments en Syrie ont été détruits. Une tragédie, mais également une opportunité commerciale. Le régime syrien espère recevoir des milliards de la part des donateurs internationaux afin de reconstruire le pays. La main-d'œuvre nécessaire doit venir de Corée du Nord. Les deux pays ont signé un contrat lors d'une réunion en juin 2019. Petites affaires mafieuses entre despotes. L'argent gagné par le Bureau 39 rentre directement dans les caisses de l'État. Cet argent est d'abord utilisé pour acheter des articles de luxe. Il sert ensuite à payer les Mercedes-Benz qui, d'une manière ou d'une autre, ont réussi à entrer sur le territoire nord-coréen malgré les sanctions. Mais cet argent est également utilisé afin de livrer les meilleurs pirates informatiques que vous pouvez former. C'est probablement ce qui est le plus important. Dès le milieu des années 90, Kim Jong-il a commencé à former les enfants les plus talentueux en termes de capacités mathématiques et de programmation informatique, afin qu'ils deviennent des pirates informatiques. Ils permettent également de gagner beaucoup d'argent. On estime que les logiciels de rançon comme le virus WannaCry, par exemple, ont été créés par des pirates informatiques nord-coréens. It is the biggest cyber attack the world has ever seen. Hundreds of thousands of computers around the world in about 150 countries rendered useless. Now, the US government is publicly placing the blame for that cyber assault, uniquely dubbed WannaCry, squarely on Kim Jong-un's army of hackers. British intelligence officials and Microsoft had previously concluded that groups associated with the North Korean regime were responsible for the WannaCry hack. À Séoul, les informaticiens traquent sans relâche les pirates nord-coréens. Simon Choi travaille comme consultant pour les services de renseignement sud-coréens. Depuis 10 ans, nous suivons à la trace les activités des pirates informatiques nord-coréens.
Dans le passé, la Corée du Nord a principalement attaqué le ministère de la Défense de Corée du Sud ou des agences gouvernementales sud-coréennes. Mais depuis environ 2015, il est devenu évident que les pirates informatiques nord-coréens s'intéressent désormais aux banques internationales. La Corée du Nord dispose d'un accès limité à Internet. Le pays dispose uniquement de 1000 adresses IP. Les informaticiens nord-coréens ne les utilisent que pour attaquer d'autres pays. Les experts estiment qu'entre 600 et 1300 pirates informatiques travaillent pour Kim Jong-un. À l'échelle internationale, seuls 2 groupes se sont identifiés eux-mêmes comme des pirates informatiques contre les institutions financières. L'un de ces 2 groupes est la Corée du Nord, avec des organisations comme Lazarus. L'autre est un groupe appelé Kabernak. Ce groupe est probablement soutenu par la Russie. Je dirais que la Corée du Nord représente environ 80% des piratages et que la Russie ne représente que 20% des piratages. Les experts estiment que jusqu'à 2 milliards de dollars ont été volés par de jeunes pirates informatiques nord-coréens hautement qualifiés. La Corée du Nord a développé un système éducatif efficace pour sa classe moyenne supérieure. Ici, au collège de Pyongyang, les enfants qui deviendront plus tard des spécialistes en informatique, des scientifiques ou encore des ingénieurs, sont formés afin de façonner l'avenir du pays en Corée du Nord ou à l'étranger. Bonjour, enchantée. Je m'appelle Yeon, j'ai 8 ans. Je suis écolier. Je sais parler anglais, je sais parler chinois, je sais également parler russe. Je compte à l'aide de la méthode du boulier. Elle est très perfectionnée. Les écoliers apprennent également à utiliser un ordinateur. Ils ont accès à une version très limitée de l'Internet nord-coréen. La variété non censurée est strictement interdite. Les dirigeants de la Corée du Nord savent qu'une fois que les portes du monde numérique seront ouvertes, elles ne pourront plus jamais être refermées. Mais malgré toutes les précautions prises par le régime, la Corée du Nord a été confrontée en 2007 à la première fuite de données numériques de son histoire. Comme de nombreuses informations classifiées sont désormais disponibles sous forme numérique, elles peuvent facilement être copiées et sorties clandestinement du pays. Par exemple, on peut citer les données du registre municipal de Pyongyang qui contient plus de 2 millions d'entrées. Le professeur Remco Breuker en a obtenu une copie. Il est actuellement en train de l'analyser à l'aide d'un logiciel spécial. Nous n'avions jamais obtenu ce genre d'informations actualisées auparavant. Si vous voulez comprendre le système, le régime, le parti nord-coréen, si vous voulez comprendre Pyongyang, si vous voulez comprendre les activités économiques nord-coréennes à l'intérieur et à l'extérieur du pays, c'est vraiment la pierre de Rosette. Nous pouvons désormais analyser et cartographier la ville de Pyongyang pour la première fois. Nous ne sommes donc plus dépendants des anecdotes de personnes qui nous racontaient où se trouvaient tous les bâtiments. Nous pouvons désormais savoir qui se trouve à l'intérieur des bâtiments, quelles sont les entreprises et les services administratifs qui y sont implantés et où ils se situent. Les données montrent que le bâtiment principal du bureau 39 est proche du siège du pouvoir, en plein cœur de la ville de Pyongyang. Ce bâtiment se trouve à 2 pas du siège du Parti du travail de Corée. Ce bâtiment est divisé en 6 services administratifs principaux. Il emploie plusieurs milliers de personnes, rien que dans la ville de Pyongyang. Ces services administratifs possèdent leur propre parc automobile, des jardins d'enfants, un terrain de golf, un élevage d'autruches et même leur propre banque. Ces 6 services administratifs principaux sont à leur tour responsables de centaines d'entreprises individuelles dans toute la Corée du Nord. Ils contrôlent les mines de fer et de diamants, les usines de fabrication de bijoux et les entreprises de l'industrie textile. Ils sont principalement spécialisés dans l'exportation de marchandises. D'autres entreprises du bureau se chargent de rapporter des devises étrangères. Cela passe par le travail forcé, le trafic d'armes et la fraude à l'assurance. Une règle s'applique à toutes les personnes impliquées. Le terme bureau 39 n'est jamais mentionné hors de la Corée du Nord. Il reste ainsi invisible aux yeux du monde. Il est impossible à détecter pour les personnes qui contrôlent les sanctions de l'ONU. Le bureau 39 monopolise tous les produits qui peuvent être exportés du pays.
Il dispose d'un pouvoir inégalé en Corée du Nord. Il peut donc contrôler tous les canaux économiques par lesquels l'argent peut être gagné. Le bureau 39 englobe tout sur son passage. À mon époque, il n'y avait que plusieurs milliers d'employés administratifs. Si on ajoute à ce chiffre tous les ouvriers, on monte à plusieurs centaines de milliers. Moi aussi, j'ai dû tout faire. On ne nous disait qu'une chose, gagner des dollars. La Corée du Nord est en train de changer. Auparavant, État socialiste appauvri, la Corée du Nord s'est transformée en un pays doté d'une économie parallèle très flexible. À bien des égards, la Corée du Nord est gérée comme une entreprise commerciale. Tout ce qui compte, c'est créer de l'argent pour Kim Jong-un. En Corée du Nord, les travailleurs ne travaillent plus pour la révolution. Ils travaillent désormais pour la richesse de leur chef et de ses acolytes. Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse encore plus. Alors que la population de la ville de Pyongyang profite d'une prospérité sans cesse florissante, 40% de la population rurale souffre encore de malnutrition. Afin de contrôler sa population, le régime emploie des tactiques socialistes de l'époque de la guerre froide. En revanche, l'économie parallèle de la Corée du Nord est bien fondée sur le modèle capitaliste du XXIe siècle. La base de données ne nous montre pas seulement et sans aucun doute l'existence du Bureau 39, elle montre également ses activités. Le Bureau 39 est propriétaire de nombreuses entreprises. Il exploite ces entreprises, il exporte des vêtements, il exporte également du tabac, il exporte toutes sortes de produits. Cette découverte est finalement un tournant assez important afin de comprendre comment la Corée du Nord arrive à gagner de l'argent à l'étranger. Désormais, nous savons exactement par quel type de service administratif, par quel type de société, le Bureau 39 organise tout cela. Voici l'usine de filature de soie Kim Jong-suk, qui porte le nom de la grand-mère de Kim Jong-un. C'est une usine modèle. 1600 ouvriers sont employés dans cette usine. La plupart sont des femmes. Ces ouvrières trient, traitent et font bouillir les cocons des vers à soie pour obtenir le précieux fil. Les vers à soie proviennent d'une province au sud de Pyongyang. Environ 200 tonnes de soie sont produites dans cette usine chaque année. C'est un produit de luxe coûteux et qui nécessite le travail intensif de la main-d'œuvre. Toute la production de l'usine est destinée à être exportée à l'étranger. Cependant, les responsables ne veulent pas révéler l'identité de leurs clients étrangers. Je ne sais plus qui souffre réellement de ces sanctions. Je suis sûr que les sanctions posent un problème, mais les Nord-Coréens trouvent des moyens de le contourner. Un des problèmes est que ni la Chine ni la Russie n'aident à faire appliquer les sanctions. Je pense que les sanctions n'ont pas une grande influence sur le chiffre d'affaires du Bureau 39. La production des usines est assurée 365 jours par an. Elle ne s'arrête jamais. Par exemple, l'usine dont j'étais responsable payait entre plusieurs centaines de milliers et plusieurs millions de dollars par an au gouvernement. Bien sûr, vous pouvez en conclure que tout cet argent revenait au Bureau 39. Il suffit d'additionner les revenus des 800 à 1000 entreprises contrôlées par le Bureau 39. Quelle était l'activité exacte de l'usine que vous avez mentionnée? Le textile, cette usine fabriquait des vêtements. Le textile est le deuxième produit nord-coréen le plus exporté après le charbon. La Corée du Nord a une assez bonne réputation dans le domaine de la production textile. Savez-vous si ces vêtements sont exportés vers d'autres pays? Pouvez-vous nous dire ce que vous savez? Les textiles. Je sais qu'une bonne partie de la production est actuellement exportée. Cette activité est souvent réalisée sous forme de joint venture. D'où viennent les entreprises partenaires? Certaines de ces entreprises sont chinoises, d'autres viennent plutôt d'Asie du Sud-Est. Il y avait également quelques entreprises européennes, mais je ne sais pas si elles sont toujours actives ici. Dandong, en Chine. La porte d'entrée de la Corée du Nord dans le monde.
C'est un symbole de la futilité des efforts de l'Organisation des Nations Unies, dont l'objectif est de tarir les sources de revenus de Kim Jong-un. Le pont de l'amitié sino-coréenne, qui traverse le fleuve Yalu, relie la Chine et la Corée du Nord depuis 1943. Il constitue l'un des rares moyens d'entrer ou de sortir de la Corée du Nord. Tous les jours, des camions font la queue devant le poste de contrôle des douanes. On y retrouve des trafiquants, des commerçants, mais aussi des agents et des entrepreneurs du Bureau 39 qui espèrent tous effectuer une transaction rapide ici. La Chine est de loin le plus important partenaire commercial de la Corée du Nord. Les experts financiers estiment que 90% des exportations de la Corée du Nord sont destinées à son puissant voisin du Nord. Des milliers de Nord-Coréens travailleraient dans les usines textiles de la région. Déguisés en hommes d'affaires et équipés de caméras cachées, nous filmons l'intérieur d'une des usines. Les entreprises textiles chinoises embauchent des ouvriers nord-coréens parce que leurs salaires sont inférieurs à ceux des travailleurs chinois. Ces couturières travaillent de jour comme de nuit et dorment souvent dans les locaux de l'entreprise. Elles sont susceptibles d'être enfermées pendant des années, loin de leur famille. Avec une équipe d'avocats spécialisés dans le droit du travail, d'experts commerciaux et de spécialistes des données, Remco Breuker tente de savoir si les marques européennes travaillent avec des entreprises chinoises qui emploient directement ou indirectement des ouvriers nord-coréens. Nous avons découvert plusieurs choses. L'une des choses que nous espérions réellement trouver était l'emploi d'ouvriers nord-coréens dans les usines chinoises. Mais à notre grande surprise, nous avons découvert qu'il y avait bien des ouvriers nord-coréens travaillant dans des conditions d'esclavage en Chine. Mais nous avons en plus découvert que les usines chinoises sous-traitent des usines nord-coréennes en Corée du Nord. Nous avons réussi à prouver l'existence de l'emploi d'une quantité importante de main-d'œuvre nord-coréenne esclave dans la chaîne d'approvisionnement de certaines des plus grandes entreprises mondiales de l'industrie textile. En Europe et aux États-Unis, nous sommes parvenus à un accord selon lequel nous ne souhaitons plus d'emploi sous forme esclavage ou de travail des enfants dans nos chaînes d'approvisionnement. Il y a donc toutes sortes d'accords en place. Mais si vous observez de plus près certains de ces producteurs, vous verrez que parfois, jusqu'à 90% de la production n'a pas lieu en Chine. La production n'a pas lieu dans les usines où les auditeurs européens et américains viennent vérifier si les conditions de travail sont décentes. Oui, ces conditions le sont dans ces usines, mais seulement 10% des produits sont fabriqués dans ces usines. Les 90% restants viennent de Corée du Nord. L'équipe de Remco Breuker a plus particulièrement concentré ses recherches sur une entreprise, la société Vendest. Le site web de Vendest indique que l'entreprise s'appuie sur le faible coût de la main-d'œuvre ainsi que sur de nombreuses ressources humaines. La liste de leurs clients comprend les plus grandes marques de prêt-à-porter internationales. Le site web propose une veste pour hommes. À côté de la photo, on peut y lire l'information suivante, importée de Corée. Le nom d'une marque est inscrit sur les boutons Armani Jeans. En utilisant des bases de données commerciales, l'équipe de Breuker a analysé les relations commerciales de Vendest entre 2013 et 2019. Les bases de données utilisent des données douanières indiquant quelles marchandises sont envoyées et retournées entre les entreprises situées dans différents pays. La Chine envoie le matériel nécessaire à la fabrication de certains vêtements en Corée du Nord. Un mois plus tard, ils sont envoyés dans le même conteneur. Mais ce sont des vêtements finis. Ces vêtements sont ensuite expédiés aux Pays-Bas, en Allemagne ou aux États-Unis, par exemple. Ils sont ensuite vendus dans nos magasins. Entre 2013 et décembre 2016, la société Vendest a envoyé pour environ 10 millions de dollars de tissus et de matières premières en Corée du Nord. Pendant la même période, Vendest a reçu de la Corée du Nord des vêtements finis d'une valeur de près de 25 millions de dollars. Les douanes classent les produits textiles selon les codes du système harmonisé, les codes SH. Par exemple, un pullover pour femme possède un code SH différent de celui des jeans pour hommes. Nous allons examiner de plus près le code SH 6201. Il désigne les anoraks et les vestes pour hommes, comme la veste Armani du site web. Entre 2013 et décembre 2016,
Vendeste a importé de Corée du Nord des vêtements d'une valeur de 12 millions de dollars avec ce code. Ce même code est également utilisé pour des livraisons de Vendeste en Europe et aux États-Unis. Parmi les clients, nous retrouvons la marque Armani. Il est également possible d'acheter en Europe des vestes Armani qui ressemblent exactement à celles qui sont vendues sur le site de Vendeste. Cette veste coûte 219 €. On ne peut pas prouver sans aucun doute que des vêtements comme celui-ci sont fabriqués en Corée du Nord, mais peut-on vraiment l'exclure? Nous avons interrogé les marques de mode. Armani nous a répondu ceci: nous confirmons que Vendeste est l'un de nos fournisseurs et à ce titre est régulièrement soumis à des contrôles et des inspections. Le résultat de ces contrôles montre qu'aucun produit fini n'est fabriqué en Corée du Nord. Comme tous nos fournisseurs, Vendeste est également tenu de déclarer les sous-traitants auxquels elle fait appel. Lorsque c'est le cas, il est également vrai qu'aucun d'entre eux ne se trouve en Corée du Nord. Nous avons également contacté Vendeste par courrier. L'entreprise n'a fourni aucune explication sur les raisons et l'étendue de ses échanges commerciaux avec la Corée du Nord. Une chose est sûre. Certaines marques de mode très connues font fabriquer leurs produits par une entreprise chinoise qui travaille avec la Corée du Nord. Un pays où les travailleurs n'ont aucun droit. Un pays où la vie humaine n'a aucune valeur. L'enquête de Remco Breuker montre qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Depuis de très nombreuses années, nous entendons des témoignages de Nord-Coréens qui se sont enfuis, qui se trouvaient dans des camps de concentration. Ils racontent qu'ils étaient contraints de produire des produits textiles destinés à être exportés, pour des marques occidentales connues. Et je pense que pour la première fois, j'ai pu corroborer ces informations par une source externe, non pas un témoignage. Dans cette même base de données, j'ai trouvé le service bureaucratique responsable de la gestion de la production de textiles pour l'un des camps de concentration qui se trouve à l'extérieur de Pyongyang. Cela signifie que nous n'achetons pas seulement des vêtements fabriqués par des travailleurs forcés, peut-être même par des travailleurs esclaves. Nous pouvons également acheter des vêtements aux Pays-Bas, en Allemagne, partout en Europe, en Amérique, qui ont été fabriqués dans les camps de concentration par des ouvriers qui ne verront plus jamais la lumière du jour. On ne peut quitter ce genre de camp qu'une fois mort. Il n'y a tout simplement pas de mots pour qualifier cette atrocité. Et nous sommes complices. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes assurent secrètement la survie de la dictature. Leur avenir est sacrifié pour le luxe du régime nord-coréen et pour notre propre prospérité. Kim Jong-un n'est pas un dictateur fou. C'est un homme d'affaires calme et calculateur qui dirige son pays comme une entreprise. Son bureau 39 fait des affaires avec tout. Et tout le monde. Même nous.